Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Valérie a déjà ouvert les hostilités, si j'ose dire, mais euh, comme elle l'a fait, si vous avez la moindre question, la moindre chose que vous voulez voir à l'écran, vous n'hésitez pas à la demander, à les demander dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, je prends au fur et à mesure les commentaires et je vous fais des démos en live et en tout cas, je réponds à vos questions au fur et à mesure. Donc surtout, n'hésitez pas, la moindre question peut vous être utile et si elle vous est utile à vous, elle peut être utile à plein d'autres personnes. Donc, on n'hésite pas. Le temps d'avoir quelques questions, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer les dernières petites nouveautés de Calendridel. À commencer par la gestion des adresses qui a changé sur Calendridel. Et notamment, quand je me rends dans le dossier du patient, hop, dans l'onglet ici, coordonnées, je vais retrouver l'adresse du patient et les ICA. Avant, les ICA étaient liés plutôt au patient lui-même, ils étaient disponibles ici. Maintenant, on a plutôt choisi de les lier directement à une adresse, ce qui permet d'ajouter une autre adresse et d'ajouter des ICA différents en fonction des lieux de soins. Voilà. Quand on va saisir une adresse, maintenant, on a un choix d'adresse officielle. Donc, par exemple, si je mets 1 rue de la mairie, éventuellement, hop, j'ai les 1 rue de la mairie qui sortent. Je vais pouvoir le sélectionner. Donc, par exemple, celui-ci, 1 rue de la mairie à Reims. Et ça va automatiquement me remplir toutes les informations. Je vais pouvoir d'ailleurs mettre ici 5 ICA pleines, par exemple. Et on retrouve donc dans les informations du patient les différentes adresses, et dont le 1 rue de la mairie à Reims avec 5 ICA. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais modifier. Là, on voit qu'il y a la petite coche pour le 4 impasse Édouard Branly. Cette petite coche, ça veut dire que c'est l'adresse qui est utilisée pour... Alors déjà, c'est l'adresse qui va être affichée en priorité. Et c'est aussi... Ah pardon, on ne voit pas mon écran, excusez-moi, c'est pas faux. Tac. Merci Valérie. Pardon, je recommence. Oui, excuse-moi Nawel également, j'avais oublié d'enlever la petite bannière. Donc sur le dossier patient, on va pouvoir se rendre dans cet onglet-là de coordonnées. On reprend et donc ici on va retrouver les différentes adresses. Avec notamment ici les ICA par adresse. Ok. On n'est pas obligé de rentrer des ICA si il n'y en a pas à facturer bien sûr. Les ICA qu'on va saisir d'ailleurs au passage, ce sont les ICA facturables. Okay, donc il faut déjà faire le calcul de est-ce qu'il y a des ICA à retirer, etc. Donc normalement 2 km en plaine et 1 km en montagne par trajet. Mais il y a certaines situations, notamment certains accords locaux, qui permettent de ne pas déduire, ou en tout cas pas déduire autant, etc. Donc c'est pour ça que la valeur qu'on va saisir, c'est la valeur facturable. Donc comme je le disais, on voit ici le fait que cette adresse, 4 impasse Édouard Branly, ce soit l'adresse utilisée. Donc c'est celle qui va être prise en compte pour le calcul des différentes cotations, et notamment la prise en compte des ICA. Ok. Donc je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop, je vais supprimer ma deuxième adresse. Et donc comme je le disais, quand on entre une adresse, on peut donc saisir par exemple 1 rue de la mairie, et je vais avoir directement en proposition les différents 1 rue de la mairie que ça a trouvé. Par défaut, ça va chercher autour du cabinet, donc notamment si on a rentré le département associé au cabinet. Ok, donc dans la configuration du cabinet. Donc je vais sélectionner celui-ci, 1 rue de la mairie à Reims. Donc on voit, comme je le disais, que c'est toujours cette adresse-là, 4 impasse Édouard Branly, qui est utilisée. Si je veux modifier ça, je vais aller modifier mon adresse 1 rue de la mairie, et je vais dire que c'est l'adresse utilisée pour les cotations. Dans ce cas, ça y est, elle apparaît en premier, et c'est bien elle qui apparaît avec la petite coche. D'ailleurs, quand je me rends sur l'agenda, alors est-ce que j'ai des... Oui, j'ai des soins pour Nieto Morgan. Si j'ouvre le petit menu déroulant avec les coordonnées du patient et autres, l'adresse qui s'affiche, c'est l'adresse utilisée. Ok. Donc cette adresse utilisée, il y a deux choses différentes. Il y a d'abord les ICA. Est-ce qu'on en... Hop, on va en mettre 5 ici par exemple. Est-ce qu'on en prend en compte ou pas? Est-ce qu'il y en a à facturer ou pas? Et la seconde chose, c'est si on a par exemple 2 patients qui vivent sous le même toit, et que l'on voit lors d'une même intervention, comme vous le savez, on ne peut coter qu'un seul déplacement, okay, pour ces 2 patients. Jusqu'ici, Calendridel ne faisait pas cette petite pirouette de calcul automatique. Maintenant, c'est le cas. Alors, il y a plusieurs critères à respecter. Le premier, c'est d'avoir une même adresse. Donc, je vais créer un autre patient qu'on va appeler Nieto autre.
Hop. Et je vais lui mettre la même adresse, donc 1 rue de la Mairie à Reims. Là, ça m'a pré-rempli le fait qu'il y ait 5 IK pleines, puisque c'est connu sur une autre adresse dans le cabinet identique, mais je peux le changer si je veux. Je peux dire, bah non, non, il n'y en a pas 5, il n'y en a que 4. On va créer le dossier comme ça. On va créer un soin, par exemple, pansement, qu'on va mettre que aujourd'hui à 9h, parce que c'est pour notre test. Et on va mettre pansement plaie non chirurgical. Donc là, si je me rends sur l'agenda, je vois qu'à 9h, j'ai mon intervention pour Nieto Autre, un pansement AMI 202, avec du coup les indemnités de déplacement. Ok. Et Nieto Morgan, tac tac tac, j'ai beaucoup de choses, mais avec, pareil, des indemnités de déplacement. Parce que comme je le disais, pour que Calendridel fasse la petite pirouette technique de savoir qu'il faut ne coter qu'une seule fois les indemnités de déplacement, il y a plusieurs critères à respecter. Donc, le premier critère, c'est d'avoir une adresse identique, donc là c'est le cas pour les deux, un horaire d'intervention identique, là ce qui est le cas pour les deux, et un lien de parenté. Donc si je me rends par exemple dans le dossier Nieto Morgan, que je vais sur l'onglet d'infos relationnelles, je vais pouvoir ici ajouter une information, donc par exemple avec Nieto Autre, et je vais dire, par exemple, c'est le père de Nieto Autre. Ok. Et donc si je me rends sur l'agenda, je vais donc avoir Nieto Autre qui va se retrouver avec AMI 202 sans indemnité de déplacement, et Nieto Morgan avec les indemnités de déplacement. Ok. Alors pourquoi ça a préféré Nieto Morgan que Nieto Autre? C'est parce qu'il y a une histoire de priorité. En gros, ça va prioriser les patients qui ont une prise en charge à 100%, etc. pour appliquer les indemnités de déplacement dessus. Et un des critères de priorité également, ce sont les IFI. S'il y a un des patients qui a des IFI et un autre non, c'est celui qui a des IFI qui aura les indemnités de déplacement qui seront cotées. Voilà, ça c'est pour la petite nouveauté la plus récente par rapport aux adresses et qui peut aider pas mal au niveau des patients que l'on voit sous le même toit. Du coup, j'ai quand même mis le critère d'avoir un lien de parenté parce que je sais qu'on peut voir certains patients dans des immeubles, par exemple, donc qui ont des adresses fiscales différentes et donc chez qui on peut coter des indemnités de déplacement différentes. Et dans ce cas, on peut les avoir à la même heure, mais coter un déplacement quand même pour tout le monde à chaque fois. Donc voilà. Il faut en plus rajouter le petit lien de parenté. L'autre nouveauté, en tout cas assez récente, c'est l'ajout dans les dossiers de soins de la fonctionnalité télésoins qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc quand je suis dans le dossier du patient, j'ouvre le menu du dossier et je vais avoir ici télésoins. La partie télésoins permet entre autres de lancer un télésoin, donc de lancer un salon de télésoins via lequel vous allez pouvoir inviter un patient en visio. Et ce qui va vous permettre de faire donc un télésoin, donc puisque si vous ne le savez pas, en tant qu'infirmier, on peut maintenant faire des télésoins, en tout cas depuis un certain nombre de mois maintenant, sur des actes très limités, donc une surveillance de pansement notamment, la surveillance de glycémie, entre guillemets, si on peut dire ça, et notamment, si je ne dis pas de bêtises, le suivi BPCO également. Voilà, donc c'est quelques soins comme par-ci par-là qui se promènent et qui permettent de faire un télésoin, en tout cas qui sont facturables tels quels. Donc vous avez désormais directement sur Calendridel de quoi faire un télésoin. À la fin du télésoin, bon, déjà pendant le télésoin, vous pouvez faire plein de choses, prendre des captures d'écran, inscrire des constantes dans le dossier du patient et ce genre de choses. Et à la fin du télésoin, vous êtes invité à remplir un compte-rendu. Donc après qu'on retrouve, voilà, là c'est les différents télésoins qui ont pu être faits en test. Donc là, il n'y a pas de compte-rendu de noter, mais je pourrais le noter. Je ne sais pas, pansement propre. Patient se douchera avant la réfraction du suivant. Tac. Et on retrouve différentes informations, donc les captures d'écran, les différentes données qui ont été enregistrées, les différentes activités, etc. Voilà. On peut également télécharger le télésoin pour l'envoyer notamment au prescripteur s'il le demande. Voilà. Ce qui permet quand même d'avoir au sein de Calendridel pas mal de choses. Et notamment ce petit service de télésoin qui n'est pas si répandu que ça pour le moment, qui va probablement se démocratiser un petit peu au fil de l'eau, mais voilà. Pour le moment, il n'y a pas de... comment dire ? La téléexpertise, on peut également la faire. C'est pas directement via Calendridel, mais c'est via OmniDoc. Ici.
Ah, petit bug aujourd'hui, excusez-moi. Et il n'y a pas non plus de téléconsultation directement avec les médecins. Pourquoi pas le mettre plus tard? Dans les faits, les médecins ont souvent un logiciel qui leur permet directement de faire les téléconsultations. Donc c'est pas une priorité, mais ça viendra peut-être un jour. Et je réglerai ce bug de télé-expertise. Voilà pour les nouveautés. Je vais pouvoir commencer à répondre aux questions. Je vois que plusieurs personnes sont arrivées depuis que j'ai commencé. Vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo pour que je puisse y répondre. Alors, première question du coup de Valérie. Hop, si mon petit écran veut bien ne pas remonter. Bonjour, peux-tu me montrer comment inclure une photo du fichier dans les transmissions? J'imagine que c'est ça. Oui, tout simplement, on se rend dans le dossier du patient, transmission, et on va pouvoir écrire une transmission. Donc, qu'importe, on va mettre transmission diverses. Hop. Et tu vas pouvoir directement au moment où tu écris la transmission, ajouter un fichier si tu le souhaites. Notamment ici, avec voir plus de champs et informations. Et tu as là toute la partie lien et fichier avec la possibilité d'attacher un fichier. Donc quand on fait attacher un fichier, en fait ça ouvre la banque de fichiers du patient qui est déjà connue. Donc par exemple, je peux attacher l'ordonnance du 29/7. Tac. Je peux attacher aussi un nouveau fichier. Ce qui fait que ça va me charger, on va prendre celui-là par exemple. Hop, je vais pouvoir charger directement un nouveau fichier. Donc là je vais mettre que c'est diverses. Et je vais pouvoir enregistrer ma transmission. Et je retrouve bien mes deux fichiers attachés à ma transmission. Okay. Si la transmission existe déjà, par exemple celle-ci, du 16 juillet, j'ai ici directement le petit bouton pour ajouter un fichier. Et donc je vais mettre par exemple l'ordonnance. Et hop, ça apparaît. Pareil, je peux cliquer sur le un lien. On voit ici directement le gros bouton pour ajouter un fichier. J'espère avoir répondu à ta question, Valérie. Ensuite, Marie, je ne vois rien sur mon écran. Est-ce que c'est bon, Marie, depuis? Parce que j'avais oublié en effet d'enlever la bannière de présentation. Je l'ai retirée, tu me diras si c'est OK de ton côté. Alors, José Antonio qui me dit: quand on crée un nouveau soin, on nous propose souvent soit un nouveau soin, soit un soin connu. Est-ce qu'on peut utiliser toujours le même soin, par exemple une saignée, même si c'est des ordonnances différentes, ou faut-il créer un nouveau soin? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, à quoi fais-tu référence? Ah oui, ok, je vois. Donc, José fait référence au fait que quand on ajoute un nouveau soin, donc par exemple, là je suis dans la partie soins du dossier patient. Je retrouve tous mes soins qui sont créés, capilluve, nursing, etc. Lorsque je crée un nouveau soin, que j'appelle par exemple capilluve, ce qui est déjà connu, ça va me proposer directement soit de poursuivre avec la création de ce nouveau soin, donc de créer encore un nouveau, soit d'ajouter une programmation au soin qui existe déjà, c'est-à-dire ajouter une programmation à ce soin-là. Et donc pour répondre à ta question, José, oui, tu peux utiliser le même soin, donc même si là c'était pas capilluve, mais par exemple saigner, tu peux utiliser le même soin sans souci, ajouter une nouvelle programmation, donc par exemple, on va dire que celle-ci, elle était du 27 juillet, elle s'est arrêtée au 10. Et oui, forcément, comme elle s'est arrêtée au 10, elle est passée dans les inactifs. Excusez-moi. Voilà. Mais je peux lui créer une nouvelle programmation qui commencerait au 11 jusqu'au 16, qui serait à 9h aussi, mais avec une autre ordonnance. Donc par exemple, celle-ci. Voilà. Hop. Et donc, au niveau de mon soin capilluve, je vais bien retrouver ma programmation du 27 au 10 avec une ordonnance X ou Y. Alors, on va mettre celle-ci par exemple. Voilà, donc ma programmation du 27 au 10 avec l'ordo du 29/7/26 et ma programmation du 11 au 16 avec une nouvelle ordo. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vas facturer les actes qui sont entre le 11 et le 16, ils vont directement prendre les informations de cette programmation-là et donc se dire, bon bah ok, dans ces cas-là, il faut utiliser cette ordo-là pour la télétransmission.
J'espère avoir répondu à ta question, José. Après, tu es libre de créer un nouveau soin à chaque fois, il n'y a pas de souci. Tu peux même faire autre chose, c'est que dans ta programmation qui existe déjà, c'est lui ajouter d'autres ordonnances. Donc par exemple, on va mettre celle-là, ce qui est assez peu représentatif parce que celle-là elle se terminée au 31-12. Mais pour la forme, on va dire ça, ce qui fait qu'en fait, tous tes actes de ce soin que tu vas facturer et qui se trouvent entre le 1er janvier 2025 et le 31-12 2025, ils vont utiliser au niveau de la facturation, des informations de facturation, télétransmission, etc., les informations de prescription de cette ordonnance-là. Okay, et tous tes actes qui sont à partir du 29 juillet jusqu'au 10 août, ils vont utiliser les informations de cette prescription-là. En gros, tu n'as pas trop besoin, toi, de t'embêter à savoir, oui, alors, mais attends, si je fais ce soin-là avec cet ordre-là, est-ce que ça va prendre machin? Calendriel calcule tout. Voilà. Si tu as plusieurs ordos qui se superposent sur une même date, il va prendre l'ordo la plus ancienne et il va quand même télétransmettre en score les autres ordonnances qui sont en superposition sur cette même date. Voilà, histoire que la sécu, elle est toute de son côté. Il y a quand même une seule ordo qui est prise en vraie référence de prescription. Mais en gros, voilà, Calendriel gère un petit peu tout en fonction des dates des ordos. Et c'est notamment pour ça qu'au niveau des ordonnances, en tout cas au niveau de la scorisation des ordonnances, il est obligatoire d'indiquer une date de fin de validité de l'ordonnance. Pour que Calendriel sache qu'à partir de telle date, cet ordre-là, il ne faut plus l'utiliser pour la facturation. Et donc, soit on en prend une autre s'il y en a une autre de disponible sur la programmation, soit on prévient en disant, bah là, cet acte-là, ok, tu l'as fait, mais il n'y a pas d'ordo valable, en tout cas connu pour le moment, donc il faut en mettre une autre. Voilà, José, j'espère avoir répondu à ta question. Léa nous demande, bonjour, peut-on avoir un accès direct avec Satellia? Alors, il se trouve... chère Léa, que je n'ai aucune idée de ce qu'est Satellia. Alors, Satellia. Le télésuivi médical à portée de tous. Ah, ok. Alors, je ne connais pas, donc la réponse est non. En tout cas pour le moment. Après, qu'est-ce que tu entends par un accès direct avec Satellia? Parce que de ce que je comprends, en tout cas de ce que je peux voir très rapidement comme ça, c'est que c'est plutôt un outil de télésuivi, donc notamment pour les cardios, etc. Et du coup, je ne sais pas ce que nous, ça pourrait avoir comme lien, à part recevoir également les informations de Satellia, mais d'expérience, malheureusement, la plupart de ces outils-là sont plutôt fermés. C'est-à-dire que si tu vas utiliser le service Satellia, alors attention, je dis Satellia sans trop les connaître, mais en gros, si tu vas utiliser un service comme ça, la plupart du temps, si tu veux récupérer les données, il faut utiliser ce service-là. Et avoir un espèce de lien entre deux services, c'est un petit peu compliqué à obtenir. Alors nous, on est très ouverts, au contraire, on écrit plein de services dans ce genre pour pouvoir échanger les données, etc. et améliorer un petit peu la vie des infirmiers et des patients. Mais on a malheureusement très peu de réponses positives. Donc Léa, n'hésite pas, là, soit dans les commentaires, soit à m'écrire un petit peu plus tard pour me dire ce que tu envisageais par rapport à Satellia, que je ne connaissais pas jusque-là. Nathalie nous demande bonjour, comment peut-on voir si des soins restent à cocher? Alors, il y a plusieurs façons de faire, notamment quand tu vas sur l'agenda. Tout en haut de l'agenda, tu as, s'il te reste des soins à toi à cocher, une petite bannière comme ça, qui va dire attention, il vous reste X actes à cocher entre telle date et telle date. Bon, voilà, moi j'en ai énormément parce que c'est c'est le dossier de test. Mais voilà, donc déjà, ça, c'est quand même la première chose. Si tout en haut des dossiers de soins, tu peux également cliquer sur le IL, sur lequel tu vas retrouver beaucoup d'infos globales au dossier de soins, et tu vas retrouver ta petite bannière qui te dit s'il te reste des soins à cocher. Déjà, ça, c'est une bonne base. Ensuite, tu peux te rendre sur la liste des actes. Donc, pour se rendre sur la liste des actes, on va ouvrir le menu du cabinet. Donc là, sur l'ordinateur, il est en haut à droite, mais sur l'application, il est en bas à droite. Tac, tac, tac. Et on va retrouver ici la partie actes. Ok.
Et donc dans cette partie acte, on a un petit truc de filtre qu'on va pouvoir déployer pour montrer tous les filtres qui existent en cliquant ici, afficher l'ensemble des filtres. Et on va pouvoir cliquer sur acte vous restant à cocher. Voilà. Et déjà, si tu fais ça et que tu filtres, tu vas te retrouver avec tous tes actes qui te restent. Donc là, par exemple, 27 au mois de janvier, 30 au mois de février, etc. etc. À partir d'ici, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux cocher un acte de façon individuelle comme ça, cocher la réalisation. Ou tu peux passer à ce qui s'appelle l'action de masse en cochant ici. Et en cochant plusieurs actes. Donc par exemple, ces trois-là. Et si je voulais, je pourrais cocher tous les actes du mois de janvier, voire tous les actes de la liste court. Mais on va cocher ces trois-là. Et dans la liste d'actions en bas, on va pouvoir sélectionner cocher comme réalisé. Et donc quand on coche cocher comme réalisé, ça nous demande de confirmer cette action, puisqu'il est plutôt conseillé de cocher un acte de façon individuelle pour être sûr d'avoir bien réalisé cet acte, puisque je le répète à chaque live, mais les dossiers de soins infirmiers, notamment ceux de calendrier, ce sont la représentation officielle et légale de notre activité. Donc ce qui n'est pas coché, ce qui n'est pas tracé, ce n'est pas fait aux yeux de la loi, on va dire ça comme ça. Et ce qui est tracé, c'est ce qui est fait. Donc cocher un acte comme réalisé alors qu'on ne l'a pas fait, ça peut notamment derrière nous retomber un petit peu dessus sous le terme de fraude, notamment si on le facture. Voilà, donc il faut bien faire attention à ce qu'on valide, et c'est notamment pour ça que quand on fait une cochage, on va dire, un cochage en masse comme ça, il est demandé de bien confirmer qu'on veut faire ça, et qu'on confirme que ces actes-là ont bien été réalisés. Voilà. Voilà Nathalie, j'espère avoir répondu à ta question. Donc en gros, dans l'idée, avec le petit i en haut, tu as la bannière du nombre d'actes qui te reste à valider. Et dans tous les cas, via la partie acte, tu peux accéder directement aux actes qui te restent à cocher. Voilà. Alors, Valérie nous dit, sur la liste de gauche, il y a la liste de patients en cours ou terminés depuis peu. Je n'arrive pas à voir quel patient n'a pas été facturé sans consulter les dossiers un par un. Oh, ok Valérie. Alors, la liste de gauche, en effet, tu fais bien de le dire, elle est ici. Quand on est sur l'application, souvent elle est fermée parce que l'écran est petit. Et donc il faut cliquer sur le bouton en haut à gauche. Là, il y a écrit patient actif, mais quand on est sur un petit écran, c'est des petits patients les uns à côté des autres. Donc on clique dessus pour avoir cette liste-là. Et ici, c'est la liste des patients dits actifs, donc qui ont un statut de dossier chronique, ponctuel, sporadique. Ok. Ceux qui n'apparaissent pas ici, ce sont tous les dossiers qui ont un statut, qui sont inactifs et qui ont donc un statut en prise en charge terminée ou décédé. Ces dossiers-là, on peut les retrouver via le menu du cabinet dans liste des patients. Ok. Liste des patients, on va retrouver vraiment tous les patients du cabinet et pas juste les patients actifs. Donc, toujours est-il que, pour répondre à ta question, à tout moment, on retrouve à gauche dans la liste les patients actifs. Et donc, je n'arrive pas à voir quel patient n'a pas été facturé. Alors, cette liste-là ne va pas te servir au final. Pour faire ça, ce que je te conseille de faire, c'est de passer par la partie facturation. Donc ici, j'ai tous les items, mais je l'ai également à tout moment via le menu du cabinet. Et tu vas pouvoir notamment te rendre dans Récap Factu Patient. Ici, tu vas pouvoir afficher tout ce que tu veux. Et notamment, les patients qui ont des actes qui leur restent à facturer. Donc afficher les patients ayant au moins un acte à facturer. Ok. Si je fais ça et je clique sur filtrer, ça va m'afficher tous mes patients différents chez qui il reste quelque chose à facturer. Donc chez qui un acte a été coché comme réalisé, mais n'est pas facturé pour le moment. Donc par exemple, Madame Demo Nathalie, pour le professionnel MN, il y a 3 actes à facturer. Pour Nieto Morgan, le patient Nieto Morgan, pour le professionnel MN, il y a 20 actes à facturer. Voilà. Et à partir d'ici, tu peux cocher et faire facturer les actes. Donc derrière, ça calcule toutes les interventions, toutes les cotations à appliquer, la facturation, etc. Voilà, voilà Valérie. Le plus rapide pour moi, c'est de passer comme ça. C'est le récap patient et afficher les patients et au moins un acte à facturer. Après, tu peux à tout moment également te rendre dans la facturation des actes. Et ici, pareil, jouer avec les filtres en cochant à facturer.
Et là, du coup, tu vas retrouver dans ta liste tous les actes qui te restent à facturer. Donc, tu n'auras pas forcément les noms des patients directement parce que tu les as là, mais si tu as des patients qui sont sur la page 2, tu les verras pas sur la page 1. Mais voilà, dans l'idée, en passant par le à facturer, tu as au moins toute ta liste de ce qui a été coché comme réalisé et qui n'est pas encore facturé. Voilà Valérie, j'espère avoir répondu à ta question. Stéphanie nous demande: bonjour, peut-on imprimer les feuilles de surveillance faites sur Calendridel? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles feuille de surveillance, Stéphanie. Peut-être que tu parles des fiches de suivi, évaluation, etc. Qu'on peut retrouver dans la partie fiche du dossier patient. Donc ici, on en a plusieurs, notamment celle-ci, bilan de play du 18 septembre 2025. Et tout en bas des fiches, tu as le petit bouton télécharger. Voilà. Donc déjà, ça répond à ta question. Oui, tu peux l'imprimer dans le sens où tu vas télécharger un PDF, hop, que tu vas pouvoir ensuite imprimer. Tu peux aussi vouloir en imprimer plusieurs d'un coup, et dans ces cas-là, via le menu du dossier patient, il faut te rendre en bas dans Export de données. Et à partir de Export de données, tu vas pouvoir choisir tout ce que tu souhaites exporter, donc tout ce que tu souhaites transposer en données sur un fichier PDF. Et notamment, les fiches. Donc je peux choisir les types de fiches que je veux exporter, etc. Donc on va mettre ces deux-là par exemple. On va mettre aussi les transmissions, tiens. Hop, et on va cliquer sur exporter les données. Et ça va nous créer pareil, un PDF avec les informations qu'on a demandé à exporter. Voilà. Et donc ce fichier-là, tu peux en faire ce que tu veux, l'imprimer, l'envoyer à un médecin, etc. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Stéphanie. Donc du coup, ça ne s'applique pas que aux fiches. Tu peux exporter un peu tout ce que tu veux. Donc les transmissions, les constantes, tout ça. Mais en tout cas, ça répond à ta question pour les fiches. Pardon, excusez-moi. Alors ensuite, Nathalie nous dit: dans le CA estimé sur juillet, nous avons une ligne avec une somme et un point d'interrogation. Alors, voilà, Nathalie, elle fait référence à l'affichage mensuel de l'agenda. Alors ça, on va le fermer. Et en effet, sur l'affichage mensuel, on a le CA mensuel estimé, et quand on clique dessus, on a la liste des actes et notamment leur attribution, en tout cas l'attribution prévue. Quand il y a un point d'interrogation comme ça, c'est que Calendridel n'a pas réussi à déterminer à qui cet acte sera attribué. Donc ça ne concernera du coup que les actes qui n'ont pas encore été cochés, puisqu'un acte coché est forcément attribué à la personne qui l'a coché. Mais ça va être par exemple quand le planning n'est pas rempli sur un jour particulier ou que sur ce jour-là, il y a 2 infirmiers prévus, etc. Du coup, Calendridel ne peut pas savoir qui va réaliser cet acte. D'ailleurs, quand on clique sur le petit point d'interrogation, on a la fenêtre d'information qui nous explique pourquoi il y a un point d'interrogation et notamment de quelles dates sont concernées par les montants non attribués. Voilà Nathalie, donc si tu cliques sur ton petit point d'interrogation, tu sauras quelles dates sont concernées pour aller voir après le planning et rectifier ce qu'il faut rectifier. Ou pas, hein, d'ailleurs, des fois il n'y a rien à rectifier du tout, c'est juste que tant que cette date-là n'est pas passée et que les actes n'ont pas été cochés, il n'est pour le moment pas possible de déterminer qui fera quoi, donc c'est attribué à on ne sait qui pour le moment. C'est un CA qui est estimé, puisqu'à partir du moment où un acte n'est pas encore facturé, on ne peut pas dire que ses honoraires ou sa facturation est fixe. Donc voilà, ce n'est que de l'estimation. Alors, Nathalie nous dit, sur la bannière, il ne nous reste pas de soins à cocher. Alors tu pourras aller voir du coup dans la liste des actes, Nathalie, comme je te montrais, hop, le menu du cabinet, actes, afficher l'ensemble des filtres et actes restants à cocher. Et tu peux filtrer. Sachant que ça ne marche globalement que si on utilise bien le planning aussi du cabinet.
Voilà, si ce n'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué parce que alors, par défaut, en fait, sur Calendrier Dell, on ne peut cocher des actes, pour celles et ceux qui ne le savent pas, on ne peut cocher des actes que sur les jours où on a une période de travail de prévu, donc où le planning de travail est rempli, mais on peut avoir aussi la configuration de c'est un peu libre et chacun coche comme il veut, quand il veut. Donc cette configuration-là est possible, elle est déconseillée puisque ça ouvre la porte à des erreurs possibles. Par exemple, quelqu'un qui va cocher tout le lundi en pensant être en train de cocher le mardi, alors qu'il bossait pas du tout le lundi. Mais voilà, c'est quelque chose qui est possible. Et dans ces cas-là, si c'est cette option-là qui est choisie, tout ce qui va être fonctionnalité de acte restant à cocher, etc., ça va avoir du mal à fonctionner, puisque du coup, ça peut pas vraiment savoir quand est-ce que tu es censé travailler, et donc quand est-ce que tu es censé avoir coché tes actes. Marie nous demande: j'aurais une question concernant. J'aurais une question facturation, concernant la facturation pour ma remplaçante. Je n'ai toujours pas réussi suite à la discussion que nous avons déjà eue. J'ai passé les cartes vitales avec ma CPS, ok, et j'en ai fait en dégradé. Ok, j'ai voulu télétransmettre avec la CPS de ma remplaçante, mais tout ne s'affiche pas, j'ai que les factures sécurisées avec carte vitale, je ne trouve pas les factures faites en dégradé. Ok, alors, je vais avoir du mal là à te montrer direct en live, mais en gros, et ça compte pour tout le monde. Sur Calendrier Dell, il y a 2 phases de signature des factures. Donc, déjà, à savoir, sur Calendrier Dell, quand on va dans le menu général de Calendrier Dell, la partie ressources et fonctionnalités, on a ici, dans le fonctionnement, la petite page facturation, signature et télétrans, qui développe tout ce que je vais résumer là. La facturation d'un acte, ça se passe en 5 étapes. La première étape, c'est la réalisation de l'acte, c'est-à-dire le fait de cocher l'acte comme étant réalisé. Ça, c'est la personne qui fait l'acte qui va le faire. Okay, pour qu'on sache que c'est elle qui l'a fait, déjà aux yeux de la loi, comme je le disais tout à l'heure, et pour qu'on sache que c'est elle qui va être facturée. Donc que ce soit titulaire, remplaçant, etc. En gros, c'est la personne qui réalise l'acte qui le coche. Okay, la deuxième étape, c'est la création de la... Alors, pardon, à la première étape, là, il n'y a pas besoin de CPS, il n'y a pas besoin de lecteur, etc. N'importe qui coche l'acte qu'il fait n'importe quand. Okay, pas besoin de CPS, pas besoin de lecteur. La seconde étape, c'est la création de la facture à partir de l'acte qui a été coché. Okay, donc je vais essayer de montrer ça. Tac, tac, tac. Par exemple, si je coche cet acte-là, ok, donc là j'ai fait la première étape, j'ai coché mon acte. Donc ça, j'ai dit aux yeux de la loi, aux yeux du monde, cet acte-là, je l'ai réalisé. Maintenant, vu qu'il est réalisé, je peux le facturer. Donc ici, je vais cliquer dessus et cliquer sur facturer. Donc là, je crée la facture. Alors, je passe outre les erreurs, etc. Là, on s'en fiche un petit peu. Donc là, je crée la facture. Ça y est, la facture, elle est créée. Pour créer une facture, pareil. Pas besoin de CPS, pas besoin de lecteur, etc. Le seul moment où on va éventuellement avoir besoin du lecteur, c'est si on fait une requête ADRI, une lecture ADRI, donc pour récupérer les droits du patient. Là, oui, il y a besoin du lecteur. Mais sinon, pour la création de la facture en elle-même, pas besoin de lecteur. Donc ça veut dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut créer la facture, à partir du moment où l'acte est coché. Okay, troisième étape, ça va être la signature de la facture pour la partie vitale. En gros, une facture, il faut imaginer ça comme sur les feuilles de soins. En bas, il y a 2 cases. Il y a la case signature du patient et la case signature du professionnel de santé. Donc les factures électroniques, c'est exactement la même chose. Quand on est chez le patient, du coup, on va mettre sa carte vitale dans le lecteur. Donc là, on a besoin du lecteur. Qu'importe la CPS qui est dans le lecteur. Okay, on va mettre la carte vitale du patient dans le lecteur et on va sécuriser ces factures qui sont insécurisées. Donc ici, j'en ai pas parce que ça m'a fait une facture papier, mais voilà, là, j'en ai une. Donc, chez ce patient-là, je suis chez le patient, je mets la carte vitale du patient dans le lecteur et je clique sur « Signer les factures ». Je clique sur « Réaliser l'action ». Donc là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas branché le lecteur et tout. Et donc, ça va, via le lecteur, directement, signer les factures, en tout cas, signer la partie vitale des factures. Okay, donc là, ça veut dire qu'en fait, le patient, il vient mettre sa signature sur toutes les factures qui l'attendent, enfin sur toutes les factures qui le concernent. Donc que ce soit les factures de la titulaire, du remplaçant, de la collègue, de la collab, etc. Toutes les factures qui sont prêtes à ce moment-là, on va les signer d'un coup. Donc on peut ne pas le faire et signer que les factures de un tel ou un tel. Donc par exemple ici, si j'avais la facture de Romain, par exemple, je pourrais décocher Romain. Là, c'est que des factures pour Morgane. Mais voilà, par défaut, en tout cas, ça va signer toutes les factures. Donc ça, c'est l'étape
signature vitale. Donc chez le patient directement avec sa carte vitale. Là, il faut un lecteur, mais peu importe la CPS qui est dans le lecteur. Que ce soit la CPS du titulaire, la CPS du remplaçant, la CPS du collab, etc. On s'en fiche. Ok. Vient, si on reprend notre petit schéma. Donc ça, c'est la deuxième étape, création de la facture. Troisième étape, signature ou sécurisation vitale, comme on veut. Ok. La quatrième étape, c'est la signature CPS. Donc là, en gros, on se retrouve avec une facture qui est signée par le patient et sur laquelle il manque la signature du professionnel de santé. Et donc la signature du professionnel de santé, elle s'appose via une lecture vitale. Ok. Donc pour les titulaires, cette étape-là, elle est un peu squeezée parce qu'elle est faite directement au moment de la télétransmission. Donc il n'y a pas besoin de la faire. Par contre, pour les remplaçants, en effet, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc si je me rends dans mon dossier, facture, tous les états à finir de signer. Voilà, donc là je suis dans la partie facturation facture, j'ai sélectionné comme état à finir de signer. Là j'ai pas de facture de remplaçant, j'ai que des factures pour moi, mais si c'était une facture de remplaçant, il y aurait écrit ici assigné par CPS de, je sais pas, RD par exemple, si mon remplaçant, ses initiales étaient RD. Ok. Il n'y aurait pas la possibilité de télétransmettre pour le moment. Et donc à cette étape-là, ce qu'il faut faire, c'est avoir la bonne CPS dans le lecteur, donc la CPS du remplaçant par exemple. De cocher les différentes factures concernées et dans les actions effectuées, d'aller sélectionner signer les factures. Là, c'est pareil, il faut le lecteur, il faut cette fois la bonne CPS, puisque c'est la CPS de la personne qui est concernée par les factures qui doit être dans le lecteur, et on va réaliser l'action. À cette étape-là, il n'y a pas besoin de la carte vitale du patient. La carte vitale, elle a déjà servi, elle a déjà été utilisée, elle a déjà signé toutes les factures du patient. Là, ce qu'il manque juste, c'est la signature du professionnel de santé en bas de la page. Et donc, la signature du professionnel de santé, on l'applique en faisant signer les factures directement à partir de la page des factures. Ok. Tac, tac. Donc, pour reprendre Marie... Et donc, pardon, je finis quand même tout ce processus. Une fois que les factures sont signées, en tout cas les factures côté remplaçant, il y a la télétransmission à faire, et la télétransmission se fait avec la CPS du titulaire, et pas avec la CPS du remplaçant. Et donc lors de la télétransmission via la CPS du titulaire, en fait, il va y avoir aussi la signature CPS des factures du titulaire. Voilà. Ce qui fait que le titulaire n'a pas forcément besoin de passer par l'étape signature de facture CPS. Donc du coup Marie, pour reprendre, excuse-moi, j'ai un petit peu tout expliqué, mais bon voilà, c'est pour donner la vue d'ensemble. Et j'ai passé les cartes vitales avec ma CPS, donc ça très bien, tu as passé les cartes vitales, que ce soit ta CPS, celle des remplaçants, tout ça, on s'en fiche. Et j'en ai fait en dégradé, donc ça pourquoi pas, si c'est des patients chez qui tu n'as pas pu lire la carte vitale, pourquoi pas. Et j'ai voulu transmettre avec la CPS de ma remplaçante, donc ça, c'est pas possible. La télétransmission, elle se fait avec ta CPS à toi. Donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Mais tout ne s'affiche pas, j'ai que les factures sécurisées avec carte vitale, je ne trouve pas les factures faites en dégradé. Donc peut-être que les factures faites en dégradé, avant la télétransmission, elles attendent la signature CPS de ta remplaçante. Ok. Les factures, qu'elles soient en mode sécurisé, en mode dégradé, en mode sans vital pour les quelques modes sans vital qui peuvent exister, la signature CPS est toujours requise. Voilà, dans tous les cas. Petite info au passage, que vous trouverez également sur la page de ressources, sur le fonctionnement le process de la facturation, etc. Les remplaçants, on n'est pas obligé de leur emprunter leur carte CPS. D'ailleurs, dans la théorie, les cartes CPS, elles sont personnelles, on ne les prête pas. Un remplaçant chez Calendridel, il peut très bien brancher un petit lecteur sur son ordinateur. Donc des petits lecteurs, on en trouve à 10 €, un petit lecteur USB qui est monofente, voilà, où on a juste à mettre une petite carte dedans, donc la carte CPS. Et il va pouvoir finir de signer ses factures. Voilà, donc il peut faire ça de façon tout à fait autonome. Vous, de votre côté, par exemple, en tant que titulaire, vous préparez les factures, vous passez chez le patient faire la signature vitale. Voilà, et il manque plus que la signature CPS du remplaçant à faire. Vous envoyez un petit message au remplaçant en disant bah tiens, tu penseras à signer tes factures parce que sinon je peux pas les télétransmettre et sinon tu reçois pas tes sous.
Et le remplaçant, de son côté, il prend 5 minutes pour mettre sa carte dans son petit lecteur branché en USB sur son ordinateur. Il clique sur signer les factures sur calendrier d'elle et c'est fait. De votre côté, vous pouvez télétransmettre. Donc ça, c'est pour le petit message d'intérêt général, on va dire, parce que j'en vois beaucoup, enfin on en voit beaucoup, qui me disent « Ah ouais, mais du coup, le remplaçant, il n'a pas toujours la CPS avec lui, parce qu'elle est des fois dans l'autre cabinet, donc j'arrive pas à la voir, etc. » Dans la théorie, la CPS du remplaçant, elle reste avec le remplaçant. Et j'ai envie de dire que ça, normalement, c'est ce qui va être de plus en plus démocratisé, puisque les caisses sont de plus en plus regardantes sur la façon dont les factures sont sécurisées, etc. Donc autant se mettre d'aplomb le plus vite possible. J'espère avoir répondu, Marie, à ta question. N'hésite pas à nous contacter quand même sur le chat support de Calendrier d'elle pour qu'on revoie ça exactement, où sont tes factures, etc. Te dire un petit peu ce qu'il s'est passé et où est-ce qu'elles en sont. Lulu nous demande « Bonjour, peut-on avoir le montant par mutuelle entre guillemets à payer par le patient n'ayant pas de mutuelle dès le début des soins pour qu'il sache le montant et puisse organiser si besoin ?» C'est donc la part patient. Oui, tu peux. Dans le dossier du patient, tu vas ouvrir le menu du dossier du patient et tu vas cliquer sur estimation des montants. Donc ça, par contre, ça ne marchera qu'une fois que tu auras bien programmé tous tes soins. Donc s'il a des pansements, des injections, des machins, des trucs comme ça, il faut que tout soit programmé. Et ensuite, tu vas dire, ok, ben moi, je veux les montants du 8 août, du 1er août jusqu'à aujourd'hui, 11 août. Ça va nous calculer les montants des différents soins, etc. Et donc là, normalement, ça va également tout prendre en compte, que ce soit les ICA, les différentes adresses, etc. Et ça va nous dire les montants totaux, dont notamment les parts AMO, donc ça c'est caisse de sécurité sociale, globalement, les parts AMC, donc ça les mutuelles, et les parts patients. Voilà. Tu peux également la télécharger pour avoir un petit fichier que tu peux remettre au patient. Alors, en lui disant, bah voilà, les soins sont prévus du temps au temps, vous aurez ça à payer. Voilà, donc pour répéter, une fois que les soins sont bien programmés, pas besoin qu'ils soient cochés, etc. C'est mieux, et puis il vaut mieux que le planning soit bien attribué, etc. pour que Calendrier d'elle sache qui devra percevoir quoi, mais une fois que tout est bien programmé, menu du patient, estimation des montants. Voilà Lulu, j'espère que ça te sera utile. Léa. Ah oui, alors Léa revient sur le sujet de... comment ça s'appelait? On a dit Satellia, si je dis pas de bêtises. Oui, Satellia. Alors effectivement, c'est un service de télésurveillance, surtout pour les patients avec des pathologies cardiaques. Ok, en général, on fait un suivi par semaine avec prise de constante, etc. Et après, on rentre à distance avec notre CPS sur le site. Ouais, c'est ça. Je me demandais si les données entre calendrier d'elle, surtout les surveillances de constante, auraient pu être partagées pour éviter de les écrire en doublon. Oui, je comprends sur calendrier d'elle pour les collègues, plus sur Satellia, mais il n'y a aucun souci, je comprends tout à fait votre réponse. Ouais, je vais écrire à Satellia, sait-on jamais. Je l'ai gardé dans un coin de mon navigateur. J'en doute, mais on ne sait jamais. On peut essayer. Merci pour l'info. C'est des choses qui peuvent toujours être utiles pour plein de monde. Anaël nous demande « Bonjour, si un remplaçant travaille pour moi et valide un soin alors qu'il ne l'a pas réalisé, est-ce que je pourrais le supprimer par la suite ?» Non. Toi, tu ne pourras pas. Lui pourra. Parce qu'encore une fois, quand on coche un soin, quand on coche un acte, on dit officiellement cet acte-là, moi, donc moi par exemple, Morgane, infirmier, j'ai réalisé cet acte. Il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre puisse débarquer derrière et dire non, non, toi t'as pas fait cet acte et supprimer la réalisation. Ça, c'est pas possible. On peut pas permettre à quelqu'un d'extérieur, même si c'est le remplacé, même si c'est le collègue qui nous accompagnait, etc. Qu'importe, on ne peut pas permettre à quelqu'un d'autre de lui dire non, non, tu as tort, ce que tu as tracé officiellement comme étant réalisé, ça n'a pas été fait. Il n'y a que la personne qui a réalisé l'acte, qui a coché l'acte comme étant réalisé, qui peut le supprimer. Et donc, on peut faire ça. Donc, par exemple, sur l'agenda, là, je vais très rapidement supprimer la facture, parce que sinon je ne vais pas pouvoir décocher mon acte.
Donc, on peut faire ça en ouvrant la fenêtre d'information de l'acte. Donc, par exemple, si je clique sur le nom du pansement, le nom du soin qui est donc pansement, je vais retrouver ici détail de l'acte, ou si je clique directement sur ma paraphe, ça fait la même chose. Ok. Ça, cet affichage-là, on l'obtient via plein d'endroits. À partir du moment où l'acte est affiché, globalement, il y a moyen d'afficher cette fenêtre d'information de l'acte. Ensuite, on va cliquer sur le petit bouton engrenage, modifier et supprimer la réalisation de soin. Et hop, notre acte est remis à disponibilité pour pouvoir le cocher. Et donc, Anaël, la question étant si un remplaçant valide un soin qu'il n'a pas réalisé, est-ce que je pourrais le supprimer par la suite? La réponse est non. Et la réponse un peu plus développée est même, normalement, c'est pas censé arriver. À partir du moment où le planning est bien rempli, et donc où le remplaçant peut cocher que les actes de la journée qu'il fait, et à partir du moment où le remplaçant est un minimum consciencieux et se trompe pas, parce que les boulettes ça arrive, normalement ce qu'il va cocher, c'est ce qu'il a vraiment fait. Normalement, on ne s'amuse pas à tout cocher sans regarder. Alors normalement, parce que malheureusement on sait que ça arrive, mais normalement ce qu'on va cocher vraiment c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui est important. Je le souligne à chaque fois, je suis d'ailleurs peut-être un petit peu en kikinant pour parler poliment là-dessus, mais vraiment c'est la représentation légale de la chose. Donc si les dossiers de soins sont demain saisis par la justice, c'est ça qui va faire foi. C'est ça qui va dire si oui ou non un acte a été fait. Donc c'est important. Soralia nous demande comment rentrer plusieurs feuilles sur un seul fichier. Tic-tac, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors... quand tu ajoutes un fichier, donc là par exemple je me suis rendu dans la partie fichier du patient Nieto autre, je vais cliquer sur charger un fichier. Donc là je vais sélectionner un fichier dans ma bibliothèque, qu'importe, tac. Et j'ai ici le bouton qui reste sélectionner un média. Donc je peux recliquer dessus et sélectionner un autre fichier. Je vais reprendre le même. Et je l'ai encore. Et donc je peux sélectionner un autre fichier, je vais reprendre le même, etc. Je vais charger mon fichier et ça va m'avoir créé un fichier PDF avec tous les fichiers que j'ai mis. Tous les médias que j'ai pu mettre. Ça fait pareil avec un fichier PDF, avec plusieurs fichiers PDF, etc. Voilà, Soralia. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Comment rentrer plusieurs feuilles sur un seul fichier? Tu peux ajouter autant de... Alors, il y a une limite quand même, je crois que c'est 6. 6 médias qui formeront un fichier PDF entier. Soralia nous dit « Quand j'utilise la lecture automatique de l'ordonnance, ça ne semble pas fonctionner. » Alors, regardons ça. Est-ce qui va me permettre de montrer aux gens de quoi tu parles? Je regarde juste si je peux prendre par exemple cette ordonnance-là. On va voir si ça marche. Donc, Soralia, elle fait référence à ça. Je vais charger un nouveau fichier. Ça va être celui-là. Donc, il y a une ordonnance que moi j'ai écrite informatiquement. Et ici, on a le petit bouton « Analyser la prescription pour remplir le formulaire ». Et donc, normalement, l'analyse se fait. Et ça nous ressort à chaque endroit où ça a trouvé des informations, les informations trouvées. Donc, une date et 2 prescripteurs trouvés. Une date, la date du 29 juillet. Si j'ouvre mon fichier, je vois qu'elle date bien du 29 juillet 2026. Donc, je vais pouvoir cliquer dessus pour pré-remplir ce champ de date de prescription. Et des informations de prescripteurs, donc notamment un numéro AM qui est le numéro de facturation, qu'on appelle MAL, mais qu'on appelle numéro ADELI, donc 85 640 256 5, c'est bien lui. Le RPPS 10 10 66 33 406, c'est bien lui. Donc je vais pouvoir sélectionner l'un ou l'autre, et ça va me proposer les prescripteurs trouvés. S'il y avait une durée de validité, par exemple valable 1 an, 6 mois, etc., ça se serait affiché là. Donc chez moi, ça a l'air de marcher sur Alia. Après, ça peut dépendre aussi des ordonnances. Les ordonnances manuscrites sont très difficilement déchiffrables parfois, et donc ça peut arriver que le service, la fonctionnalité ne fonctionne pas. N'hésite pas à nous écrire sur le chat support de Calendridel avec un exemple d'ordo qui n'a pas fonctionné pour qu'on puisse regarder un petit peu de notre côté s'il y a des choses à améliorer ou pas.
Sandrine nous demande, tu peux nous donner le nom de ce boîtier? Ah oui, alors tu parles du lecteur de cartes, j'imagine, Sandrine. Le lecteur de cartes qu'on utilise chez nous, c'est de la marque Sensil. C'est le DSC BLU, de son joli petit nom. Je vais te répondre directement aussi sur le chat pour que ce soit un peu plus parlant. Calendridel est également compatible avec le DSC BT de chez Sensil également, mais celui qu'on utilise le plus maintenant, c'est le DSC BLU. Voilà, qui est un lecteur du coup de nouvelle génération, donc c'est pas à proprement parler un TLA, puisque les TLA n'existent plus, en tout cas ne se font plus, mais c'est un lecteur de nouvelle génération qui est branché en Bluetooth à Calendridel. Léa nous demande, si la remplaçante ne coche pas ses soins, nous, en tant que collaboratrice, nous pouvons les facturer. Non. Non, tu ne peux pas, Léa, puisque si un acte n'est pas coché, ça veut dire qu'il n'est pas fait. Voilà, tout simplement. Alors, je sais que ça peut être vu de façon un peu contraignante sur Calendridel. C'est notre règle. C'est comme ça que ça serait vu par la loi. Si un acte n'est pas coché, si la personne ne l'a pas coché, ça veut dire qu'elle ne l'a pas réalisé. Voilà. Donc à partir du moment où un acte n'est pas réalisé, il n'est pas facturable. C'est pour ça que Calendridel, on le présente souvent, plus souvent comme des dossiers de soins qui permettent de facturer que comme un logiciel de facturation. On fait pareil que les autres, on fait de la facturation comme les autres, on a toutes les fonctionnalités que les autres ont, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même basé sur un système de dossier de soins infirmiers. Et ce qui compte, c'est ça, c'est le suivi du patient. Et donc, à partir du moment où un acte n'est pas coché, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait et donc pas facturable. Ça peut être vu de façon un peu contraignante. A contrario, ça permet d'éviter les facturations en erreur, les facturations d'un patient qui est absent, les facturations d'un soin qui n'a pas été fait, puis le jour où le patient est contrôlé, la sécu nous tombe dessus parce qu'il a dit que ça n'avait pas été fait de la semaine. Enfin, voilà. Ça permet d'être cohérent avec la réalité des soins et ce qui a été vraiment réalisé. Sophie nous demande, bonjour, dans la liste des rétrocessions, pour le paiement de ma remplaçante, la liste des montants des actes apparaît bien, mais pas la cotation qui est attachée. Est-il possible de la rajouter? Alors, je vais regarder, est-ce que j'en ai là des trucs de rétro possibles ou pas? Non, forcément. Et comme ça, oui. Alors, Sophie, regardons ça. Dans la liste des rétrocessions pour le paiement de ma remplaçante, la liste des montants des actes apparaît, mais pas la cotation qui est attachée. Est-il possible de rajouter? Alors, la liste des montants des actes, déjà, normalement, elle n'apparaît pas. Donc, je suis assez surpris. On va regarder ça. Ce qui apparaît, mais on parle peut-être pas de la même chose, Sophie, donc n'hésite pas à me reprendre ou à préciser, mais ce qui apparaît dans la partie rétrocession de la facturation de Calendridel, ce sont des montants de factures. Parce que sur Calendridel, on est parti du principe qu'on rétrocédait des factures et pas des actes en eux-mêmes, puisqu'à partir du moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, où un acte n'est pas encore facturé, malheureusement, sa facturation, sa cotation est beaucoup trop volatile. Il suffit qu'un autre acte soit rajouté à côté, retiré, qu'un autre patient qui vit dans la même adresse soit rajouté, etc., pour que cette cotation change. Donc à partir du moment où un acte n'est pas facturé, sa cotation n'est pas figée, et à partir de là, il me semble un peu compliqué de baser une rétrocession dessus. Donc on est parti sur plutôt l'idée de rétrocéder des factures. Donc Sophie, il n'y a pas le montant des actes. Il y a les montants des factures. Ok. Donc ça, c'est le bordereau de rétrocession, mais on retrouve également le montant sur notre petit tableau auquel les remplaçants ont également accès. Ok, tu dis bien des factures, donc on est d'accord. Et toi, tu voudrais qu'il y ait toutes les cotations qui apparaissent. Alors, non. Alors, est-ce que c'est possible de les rajouter? Techniquement, oui, on peut tout rajouter. Factuellement, je ne vais pas le faire. Dans le sens, bon, en tout cas pour le moment, dans le sens où le bordereau de rétrocession, c'est un document comptable. Et
le comptable, qu'il s'agisse du tien ou de celui de la remplaçante ou du remplaçant, etc., n'a pas besoin d'avoir tous les détails de cotation, n'a pas besoin d'avoir même le nom des patients. C'est pour ça que quand on télécharge un bordereau, il nous est proposé de cacher les noms des patients. Lui, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est le montant qui a été rétrocédé. Et quand. Voilà. Donc le bordereau, c'est un document comptable qui sert autant au comptable qu'à soi pour avoir une trace. Mais dedans, il n'y a pas du tout besoin d'avoir les cotations. Si on veut avoir le reflet des cotations utilisées, on va sur Calendrier Dell et on va dans la partie facturation des actes. Et là, on peut afficher les actes pour Romain Duboc qui remplaçait Morgan Nieto. On va voir ce qu'on a. Voilà. Et là, on va avoir nos petits détails. Mais en soi, il n'y a pas besoin de l'imprimer. Enfin, en tout cas, je trouve, après à débattre, bien sûr, mais il n'y a pas besoin de l'avoir en papier, ça. Puisque de toute façon, on l'a en trace sur Calendrier Dell, que ce soit le remplaçant ou le remplacé. Et le bordereau, lui, encore une fois, c'est un document comptable sur lequel montant et date suffisent. Cotation inutile, nom des patients quasi inutile, avoir les initiales, pourquoi pas, ça permet d'avoir quand même une petite référence de son côté, mais c'est tout. Voilà. Aurélie, Sophie, du coup, pardon, Sophie, par rapport à cette question-là, n'hésite pas à dire si tu trouves que j'ai tort. On peut, voilà, je suis ouvert à toute discussion là-dessus. Il n'y a pas de souci, on peut débattre sur le sujet. Aurélie, bonjour, je viens d'arriver. Désolé si la question a déjà été posée. Y a-t-il un endroit où l'on peut voir le CA exact du mois en fonction des soins faits du 1er au 31 du mois? Alors, il y a plusieurs endroits, Aurélie. Le CA exact, déjà, tu ne l'auras qu'à partir du moment où tous les actes du mois seront facturés. Ok, c'est ce que je viens de dire. Un acte qui n'est pas facturé, sa cotation est plutôt volatile. On ne sait pas trop si ça va bouger ou pas, etc. Donc on peut considérer que ça sera vraiment exact qu'à partir du moment où tout sera facturé. Tu peux te rendre sur l'agenda et cliquer en haut sur ce mois pour avoir la partie, l'affichage mensuel de l'agenda. Et donc tu vas retrouver en haut le CA mensuel estimé. Tu peux même cliquer dessus pour savoir quelle partie va à qui. Et donc tu peux naviguer, aller voir par exemple le mois de juillet, aller voir le mois de juin, etc. Ok ? Il y a une autre façon de faire, c'est de se rendre dans la partie facturation des actes, de mettre tes actes par exemple, du 1er juillet au 31 juillet, de tous les afficher, et de faire filtrer. Et là, en haut de ta liste d'actes, tu vas avoir un petit tableau d'infos d'honoraires, en récap. Donc il va te dire combien il y a de dates facturées, en tout cas de dates sur lesquelles il y a des actes facturables ou facturés, le montant total, etc. Voilà. C'est pour moi les deux parties qui te donneront le CA le plus exact possible. Et non, la question n'avait pas été posée, Aurélie, et même si elle avait été posée, c'est pas grave, on peut répéter, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, pas de problème. En sachant qu'il y a les replays des lives à chaque fois qui sont disponibles sur Calendrier Dell, n'hésitez pas à les consulter si vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Anaël nous demande, concernant la facturation, j'aimerais effectuer le tiers payant. Est-ce qu'on voit facilement sur l'application s'il y a une anomalie de paiement de la part mutuelle? Ça dépend de ce que tu appelles une anomalie de paiement, cher Anaël. Mais dans la partie facturation télétransmission, tu as notamment la partie RSP. Okay, tu vas pouvoir cliquer sur RSP et dans les types de RSP, tu vas pouvoir sélectionner rejet. Donc là, j'en ai pas puisque c'est un dossier de test, etc. Mais tu aurais ici la liste des rejets et notamment les rejets des mutuelles, s'il y a besoin. L'autre chose, c'est que tu vas pouvoir voir à partir de l'onglet facturation facture, donc de ta liste de factures, les factures qui sont en attente de règlement. Donc là, dans le champ statut règlement, tu as plusieurs possibilités, facture réglée ou non, facture entièrement réglée, facture en attente de règlement, facture partiellement réglée, facture sans aucun règlement, facture avec une part patient non réglée, une part AMO non réglée, une part AMC non réglée. Si tu cherches que les factures ayant une part AMC non réglée, tu vas pouvoir la cocher, donc la part mutuelle, et filtrer.
et tu vas pouvoir voir toutes les factures qui sont concernées. Tu peux également, bien sûr, appliquer d'autres filtres, par exemple si tu veux voir que les factures qui sont télétransmises, etc. Donc j'ai envie de te répondre oui, tu peux quand même assez facilement voir s'il te manque des sous à un moment. Si c'est ça ta question, voilà, la réponse est là. Sophie nous dit que du coup, a priori, elle est plutôt d'accord avec mon point de vue sur les bordereaux, etc. Chouette. Voilà. Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, mais a priori, finalement, on se retrouve, donc très bien. Sandrine nous dit moi, je reviens sur les plannings. Je t'avais déjà posé des questions pour voir si on pourrait pas créer un planning à partir des tournées et dans des jours, car compliqué comme ça. Alors, je suis pas sûr de comprendre ta question exactement, Sandrine. On pourrait pas créer un planning à partir des tournées et dans les jours. Est-ce que tu peux reformuler ou expliciter un peu ta question? J'ai peur de répondre à côté, vraiment. Donc, n'hésite pas à me redire ça. Excuse-moi. Mais vraiment, comme je suis pas sûr de comprendre, je préfère attendre d'avoir un peu plus de détails. Je continue en attendant. José, je vois que certains commerçants, notamment quand j'ai acheté mes lunettes, j'ai vu qu'ils pouvaient interroger directement ma mutuelle. Y a-t-il une ADRI mutuelle? Alors, oui, ça existe. Je crois que ça s'appelle le SEL. Enfin, je suis sûr d'ailleurs. Ça s'appelle le SEL ou le CEL, qui n'est pas encore implanté dans le calendrier d'elle, mais qui le sera un jour, et qui permet en effet de s'assurer des droits du patient. Donc, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça permet de compléter la DRI qui, lui, va plutôt vérifier du côté Sécu, et mutuelle, si jamais une mutuelle qui est vraiment liée à la Sécu, ou en tout cas qui est gérée par la Sécu. Mais ouais, ça sera pas mal le jour où ça sera là. Mais ça n'est pas le cas pour le moment. Et à savoir, si je ne dis pas de bêtises, que c'est un service qui est plutôt... Bon, qui fonctionne, mais qui peut avoir ses limites quand même, parce qu'encore faut-il que la mutuelle du patient soit référencée et soit comment dire, participante dans ce système. Et on en voit encore aujourd'hui pas mal qui sont même pas encore dans ce qui s'appelle l'inter-AMC, donc un groupement de toutes les mutuelles qui permet de toutes les répertorier, d'avoir des conventionnements facilement, etc. On en voit encore pas mal qui sont même pas là-dedans, donc voilà, ça ne fonctionnera pas pour toutes les mutuelles, mais c'est déjà un bon début. Alors j'ai fait le tour de toutes les questions qu'il y avait. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à les poser. Et il reste juste Sandrine sur la question sur les plannings que je ne suis pas sûr d'avoir comprise. Je t'avais posé la question pour voir si on pourrait pas créer un planning à partir des tournées. Alors je vais répondre plusieurs choses. Peut-être qu'il y a un moment où je vais taper juste. Sur l'agenda, en haut de l'agenda, il y a des filtres qui sont cachés par défaut, mais qu'on peut afficher à tout moment. Et on peut, à partir des filtres, afficher ou pas certaines tournées. Ok. Donc par exemple, je peux afficher que les soins de la tournée 1. Donc là, on voit que ce sont des soins de la tournée 1, même si le patient est prévu sur la tournée 2 de base. Tout ça, c'est sur la tournée 1. Je peux afficher que les soins de la tournée 2. Donc là, il n'y a rien de prévu sur la tournée 2 aujourd'hui. Je peux afficher les soins de toutes les tournées. Donc ça, c'est pour info, mais visiblement, Sandrine est en train de nous apporter des détails, je ne pense pas que ce soit ça. Alors, c'est la présentation du planning qui est compliqué. Je te parlais de Vega, où tu as ton planning sur le mois, sur le côté, le nombre de tournées. Je clique du tour, et j'ai pas besoin d'aller dans les filtres, justement. Oui, d'accord. Alors, Vega, c'est de l'ersatz de planning. Sur Calendar, tu peux rentrer beaucoup plus d'infos que sur Vega. Pour avoir eu Vega, je connais. Alors, à moins que ça ait beaucoup changé depuis, mais... ce qui explique que ça ne se présente pas du tout de la même façon. Par contre, ce que tu peux faire là, comme ça sur le planning, c'est ajouter une période, sélectionner des dates, et donc là, pareil, je vais aller cliquer sur mon petit planning. Voilà, par exemple, toutes ces dates-là.
et je vais dire que c'est pour Romain Duboc, qui va travailler du matin toutes ces lettres-là sur la tournée A. Voilà. Donc en 4 clics au niveau caractéristique et puis en nombre de clics que j'ai pu sélectionner de date, c'est fait. Donc au final, la seule différence un peu qu'il va y avoir avec ce dont je me rappelle de Vega, c'est que au niveau caractéristique, tu vas avoir un petit peu plus de choses à rentrer que juste dire c'est cette personne-là. Voilà. Donc ça peut se faire quand même, à mon sens, assez vite. Moins vite que sur certains autres systèmes, c'est sûr, mais c'est du fait qu'il y ait plus de fonctionnalités, bien plus d'informations qui peuvent être remplies, etc. Voilà Sandrine, j'espère avoir répondu à ta question. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et ça fait déjà, oui, 1 heure que je vous bassine, donc c'est pas mal. Je vais attendre juste quelques secondes, des fois qu'il y ait une petite question de dernière minute ou un autre détail. J'ai pas la même présentation déjà. Oui, c'est parce que tu dois être sur la présentation de téléphone, Sandrine. Si tu te mets sur un ordinateur, tu auras celle-là, mais globalement, même avec la présentation... Alors, est-ce que je vais réussir à avoir la présentation à la verticale? On va essayer. Alors, hop. Excusez-moi, je fais de la petite bidouille pour essayer d'avoir la présentation comme Sandrine. Ah, je vais pas réussir à l'avoir là sur le... Donc, je suis désolé, je vais pas réussir à faire ce que je veux et à l'avoir là comme sur ton téléphone. Mais en gros, voilà, sur le téléphone, tu l'as plutôt une ligne par jour. Mais c'est le même fonctionnement. Tu fais action, ajouter une période, sélectionner des dates et tu vas cocher les dates hop, qui sont concernées. OK. Et je dis que c'est pour FC. Hop. Et voilà. Mes dates, elles sont ajoutées. Ah voilà, c'est. Ça s'est mis en vertical. Donc là, voilà, comme je disais, action, plus période. Je dis pour quelle personne c'est, si c'est des périodes de dispo, etc. Je vais sélectionner mes dates. Donc par exemple, celle-ci, celle-ci. Et on est tout bon. Voilà. Donc c'est le 22 et le 25, c'est bien des dates de disponibilité pour Romain. Ouais, Sandrine, en espérant avoir pu te guider un peu sur ce qui était possible de faire. Et que ça puisse t'aider. Et n'hésite pas à nous écrire si jamais vraiment tu ne t'en sors pas pour qu'on puisse te remontrer des petits trucs et astuces comme ça s'il y a besoin. Il n'y a pas de souci, tu nous écris sur le chat. Et je pense que ça sonne la fin de ce live. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être venus. Et merci beaucoup pour toutes ces questions, encore une fois. Surtout en plein mois d'août, c'est pas forcément évident d'avoir des gens parce qu'entre le travail et l'été, le sirotage de, de cocktails, ce n'est pas évident. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour toutes vos questions. Et je vous dis au mois prochain, mi-septembre. Voilà. Je ne sais pas encore la date précise, mais tout sera affiché sur Calendriel et sur Facebook. Merci beaucoup et à bientôt.